Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV, la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Très content de vous recevoir sur cette vidéo un peu spéciale, une vidéo coup de fusil un petit peu. Vous vous rappelez certainement de cette vidéo qui a été éditée par Christian Cotten. Et là c'est un coup de pied dans la fourmilière concernant le personnage Jean-Michel Trogneux. On ne parlera que de Jean-Michel Trogneux car pour nous Brigitte Macron est un personnage incarné par Jean-Michel Trogneux. L'affaire est parfaitement limpide aujourd'hui et Christian Cotten a décidé, contre toute attente, de déposer plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Michel Trogneux pour tromperie à l'échelle nationale. Il est vrai que là aujourd'hui il y a usurpation de fonction, donc Jean-Michel Trogneux a épousé Emmanuel Macron à une époque où le mariage homosexuel n'existait pas. Et donc il y a bel et bien une magouille au plus haut niveau de l'État. Et ça évidemment c'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser faire. Et bien sûr il y a d'autres conséquences qui sont absolument incroyables. Donc j'ai voulu m'entretenir avec Christian Cotten par rapport à la vidéo qu'il avait mis en place, puisqu'il enchaîne toute une série de détails extrêmement précis. Il ne se trompe pas dans toute cette affaire et donc j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec lui ainsi qu'avec Maître Fortabat-Labattu pour éplucher un peu cette affaire qui est quand même invraisemblable et puis qui nous concerne tous car c'est toute la France qui est trompée dans cette histoire. Et là nous avons entre guillemets une première dame de France qui en fait usurpe un rôle. Il s'agit bien de Monsieur Jean-Michel Trogneux. Tout de suite, nous allons commencer par faire un état des lieux de cette fameuse plainte de Christian Cotten et nous l'écoutons. Oui, j'en étais à une hypothèse que nous faisons avec quelques amis, qu'il ne serait pas exclu de penser que certaines personnes dans le système aient intérêt à ce que l'instruction de la plainte soit vraiment ouverte. C'est bien que le parquet risque de tout faire contre, oui. Mais je ne sais pas qui va être nommé ministre de la Justice. Je ne sais pas quel est le véritable chantage qu'a exercé Bayrou avant d'être nommé Premier ministre. N'aurait-il pas utilisé comme chantage, si je ne suis pas Premier ministre, je parle de Jean-Michel? C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible compte tenu du tempérament de Bayrou. Bayrou a tous les défauts du monde, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, mais ce n'est pas un pédocriminel. Il en faut beaucoup pour faire changer d'avis le cher Macron aussi, hein. Aussi. Donc, je ne sais pas exactement où ils en sont, et si Bayrou demain a un compte à régler, ou si le ministre de la Justice a un compte à régler, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Et donc, moi, je prie tous les jours pour que ça se passe comme je suis en train de l'évoquer, c'est-à-dire qu'il y ait une trahison qui fasse que l'instruction soit ouverte. On verra bien. Alors maintenant, de quoi il s'agit? Parce que tu m'as posé cette question tout à l'heure. Faut qu'on soit clair. Les journalistes et enquêteurs qui travaillent sur ce dossier depuis 3 ans, Natacha Ray, Xavier Poussard, Alain Béran, avec le site Précibus.org, et Lionel Labosse, que je cite également dans la vidéo et dans la plainte qui va avec, ces gens-là sont arrivés à des conclusions extrêmement claires, reposant sur ce qu'on appelle en droit, tu me contrediras Philippe si je dis des bêtises, un faisceau d'indices cohérents. C'est ça. Convergents. Et devant un tribunal d'assises, lorsque l'on a un faisceau d'indices cohérents relatifs à un crime, si on est en assises, le faisceau d'indices est parfaitement susceptible d'emporter l'intime conviction d'un juge et l'intime conviction d'un juré ou d'un jury. Ce faisceau d'indices convergents aujourd'hui qui dit quoi? Qui dit qu'il y a une usurpation d'identité. Ce faisceau d'indices cohérents, c'est une comparaison de voix entre un homme qui se transforme en femme, la transsexuelle Véronique, qui parle dans une interview de 1977, tout ça c'est sur le site de Précibus, et c'est dans ma plainte aussi, dans les pièces jointes,
avec les références de Précibus, donc on peut retrouver tout ça assez facilement. Il y a une comparaison de voix entre cette transsexuelle Véronique et la personne qui se présente sous le nom de Brigitte Macron dans une interview sur RTL, je crois, oui, sur RTL, il y a relativement peu de temps. Et le logiciel qui compare les deux voix est très clair, c'est la même voix. Une voix, c'est comme une empreinte digitale. Il n'y a pas deux êtres humains qui ont exactement le même spectre de fréquence. Je confirme. Je ne connais pas forcément les termes techniques adéquats, mais peu importe. On a une démonstration formelle, rigoureuse, que l'on a deux fois la même voix. Il existe un spectre vocal qui est tout à fait unique, c'est vrai. Après, on a un autre indice fort qui sont les comparaisons de photos entre le jeune Jean-Michel et la personne qui se présente sous le nom de Brigitte Macron. Ça, c'est tout le travail de Xavier Poussard qui conduit Xavier Poussard à dire oui, la personne qui se présente sous le nom de Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux, point à la ligne. Après, on a des indices qui intéressent beaucoup le psychologue que je suis ou le psychosociologue, peu importe, à savoir les lapsus de cette personne. Je ne l'appelle pas Brigitte Macron parce que ce n'est pas Brigitte Macron, c'est Jean-Michel. Faut arrêter. Oui. Et un lapsus intéressant, c'est celui que l'on entend dans une interview toujours sur RTL, récente, où elle prononce ou il prononce une phrase entre deux points. La phrase fait 4 mots. Je suis mon frère. J'ai des sœurs. Je ne vois pas comment mon cerveau, dans je ne sais quelles circonstances, va produire une phrase qui serait « je suis ma sœur ». Comment je pourrais dire une chose pareille? Donc si un humain dit, en se présentant, en prétendant être une femme, « je suis mon frère », c'est qu'il y a le cerveau qui bug quelque part. Ça s'appelle un lapsus, hein, c'est tout bête. Et puis on en a d'autres encore, des lapsus. On a les photos. Alors moi, je les interprète comme des lapsus ou comme des appels au secours, ou comme des provocations. Mais je parlais de ça hier matin avec une psychanalyste généalogiste assez pointue, et on arrivait tous les deux à la même conclusion. Provocation, lapsus, appel au secours. On a 2 photos, l'une en robe blanche, l'autre en costume gris à rayures, où j'ai un sein qui est 10 cm ou 15 cm en dessous l'autre. C'est juste pas possible avec une paire de seins normale, entre guillemets. Même si des femmes me disent oui, mais il arrive qu'un sein soit décalé par rapport à la... Oui, mais pas avec la distance avec laquelle que l'on a sur ces photos. C'était trop flagrant. Et puis on a encore une 3e photo qui est la plus récente, qui est celle de cet été, le fameux maillot de bain bleu qui a été vu par des millions d'internautes tout autour de la planète, qui est une plaisanterie. Et effectivement, on a un appareil génital parfaitement visible sous le maillot de bain bleu. Peut-être est-ce un appel au secours. J'ai écrit à la fin de ma vidéo que ma démarche était un cadeau à monsieur Jean-Michel Trogneux. Pourquoi un cadeau? Parce que c'est un homme qui va bientôt mourir, il a 80 ans au mois de février. Alors peut-être en a-t-il encore pour 10 ans ou 20 ans, j'en sais rien, je ne lui souhaite même pas de mal. Mais je pense qu'il est utile que nous l'aidions à sortir du mensonge. Parce que c'est comme un enfant qui est pris la main dans le pot de confiture et qui va affirmer mordicus pendant des heures, des jours, par peur, par culpabilité, par je ne sais quel processus, qui va affirmer qu'il n'avait pas la main dans le pot de confiture, que d'ailleurs il n'y a pas de confiture dans le pot, que d'ailleurs il n'y a pas de pot, et qu'il n'a pas de main. Et il va rester enfermé dans le mensonge. Et on a des humains comme ça qui, pendant leur vie entière, s'enferment dans un mensonge dont une partie d'eux-mêmes aimerait sortir, mais n'y arrive pas. Et j'ai le sentiment que du côté de cet homme, il y a une partie de lui qui aimerait bien sortir du mensonge, mais qui n'y arrive pas. Alors rendons-lui service. Rendons-lui service. C'est un peu le raisonnement que je tiens. Pourquoi j'ai lancé, pardonne-moi Philippe si je suis un peu bavard, mais je vais m'expliquer quand même clairement, pourquoi j'ai lancé cette histoire. D'une part parce que
on en a parlé, j'en ai parlé avec quelques amis qui m'ont fortement encouragé à le faire. J'ai assisté au procès de Natacha Ray au mois de juin dernier, avec un compte-rendu, enfin un délibéré au mois de septembre. Il se trouve que je connais la 17e chambre correctionnelle depuis 25 ans, qui m'a condamné une bonne quinzaine de fois parce que j'agite des dossiers, donc du coup, les poursuites en diffamation, ça peut tomber assez vite. J'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu beaucoup d'autres, peu importe. Je connais bien cette chambre, je sais comment il fonctionne. Et quand j'ai assisté au procès de Natacha Ray, je me suis dit, il y a vraiment un très gros. Parce que l'avocat qui représentait les deux personnes agitait une carte d'électeur pour justifier l'existence de monsieur Jean-Michel Trogneux, que personne n'a jamais vu, à part cette image furtive d'un petit gros dont on a prétendu qu'il assistait à une réception à l'Élysée et qu'il se promenait dans la rue et que c'était le frère de Brigitte. Mais on l'a jamais entendu, on l'a jamais vu de près. Bref, c'est une blague. La conclusion de tout ça, la conclusion de tout ce que l'on peut lire sur Précibus, de tout ce que l'on peut entendre dans la bouche de Natacha Ray ou de Xavier Poussard, qui a fait plusieurs interviews assez longues chez Mike Borowski sur GPTV, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a bien une usurpation d'identité. Ce qui veut dire quoi? Je déroule là la structure de la plainte. De l'usurpation d'identité découle des faux et des usages de faux, des faux commis par des fonctionnaires de l'État qui ont fourni des pièces d'identité. Ça, c'est un crime pour les fonctionnaires. Pas pour l'usager, mais pour les fonctionnaires, oui. C'est un crime qui vaut 15 ans de réclusion criminelle. On rentre dans le lourd. Derrière, Le Monde reconnaît récemment, et puis ça avait déjà été écrit dans un livre d'Emmanuel Anison, la rencontre entre Jean-Michel Trogneux usurpant l'identité de Brigitte Trogneux, sa petite sœur, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue, mais sans doute décédée à l'âge de 7 ans en 1960. Jean-Michel Trogneux a rencontré Emmanuel Macron alors que celui-ci avait 14 ans. En droit, plus de 5 ans de différence d'âge, plus une personne ayant autorité, c'est-à-dire un professeur vis-à-vis de son élève. Ça s'appelle un viol, même s'il a 17 ans. J'y peux rien, c'est le droit. Il faut vérifier les articles qui sont dans ma plainte. Chacun peut aller les voir et vérifier sur Légifrance les articles de code pénal. Donc on a usurpation d'identité, on a faux, on a atteinte sexuelle au minimum, viol sur un mineur, plus de 5 ans de différence d'âge par personne ayant autorité. Derrière, on a un mariage, forcément illégal, puisqu'en 2007, lorsqu'il y a eu lieu le mariage, la loi sur le mariage pour tous entre deux personnes de même sexe n'était pas passée. Elle est passée en 2013. Donc on a un mariage illégal. Donc si on a un mariage illégal, on a une usurpation de fonction. Parce qu'il ne peut pas être l'épouse du président avec un budget d'État vérifié par la Cour des comptes qui dépasse largement les 400 000 € par an, plus toutes les annexes qui ne sont pas dans le budget central. Donc il y a une usurpation de fonction. Petite parenthèse, Christian. Là aussi, c'est puni par la loi. Est-ce qu'on peut actuellement, dans l'état actuel des choses, considérer la situation de première dame de France comme une fonction, officiellement? Alors, en France, on n'utilise pas formellement l'expression première dame de France. Ça, c'est une expression américaine. Oui. Mais la Cour des comptes, dans son dernier rapport sur le contrôle des comptes de l'Élysée, indique bien dans un chapitre à part qu'il y a un budget réservé à l'épouse du président selon une coutume républicaine. C'est pas une loi, c'est pas dans les textes, mais ça se pratique. Bon, on est dans ce que certains vont appeler du droit coutumier. C'est pas écrit, mais on le fait quand même, et puis personne n'y trouve vraiment rien à redire. Donc, on lui accorde un budget qui est contrôlé par la Cour des comptes, sachant que sur le site de l'Élysée, on s'engage à être transparent sur les dépenses de
de l'épouse du président, puisque en français, c'est pas la première dame de France, c'est l'épouse du président, mais qui a des fonctions reconnues, elles sont identifiées, représenter la France, s'occuper d'œuvres caritatives et que sais-je encore. Enfin, il y a 4. Donc les émoluments, les secrétaires, etc., tout ce qui est mis à sa disposition. Évidemment, un chef de cabinet et des conseillers, etc. On a bien une usurpation de fonction. Ça aussi, c'est puni par la loi. Mais c'est pas le plus grave. Accessoirement, derrière, on a aussi une escroquerie au jugement. Parce que le procès de Natacha Ray et d'Amandine Roy du mois de juin dernier à la 17e, 2 personnes pour une. Ça s'appelle une escroquerie au jugement. Escroquerie pour les prévenus, condamnés chacune à plusieurs milliers d'euros, 13 000 au total de dommages et intérêts, plus des amendes à côté moins importantes, et escroquerie pour les juges, qui ont été trompés, clairement. Là où je veux en arriver, parce que c'est le cœur du sujet, le plus grave, c'est pas de savoir qui couche avec qui, dans quel sens, dans quelle position, avec quel sexe. Je m'en contrefiche, comme la plupart des Français d'ailleurs s'en fichent. Même si certains, pour des raisons morales diverses et variées, disent « oh là là, c'est pas bien ». Moi, je m'en fiche complètement, c'est pas le problème. Le problème, c'est la sécurité nationale, c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est ça le fond de la question. Parce que la conséquence de ce dossier, c'est qu'il est connu de la planète entière, sauf des Français. Je caricature un peu, mais ça revient à ça. Les États-Unis, Candace Owens, la journaliste proche de Trump, Trump lui-même, qui évoque un dossier qui aurait été conservé après son départ et qui aurait été saisi par le FBI ou que sais-je encore dans les détails, peu importe. Trump lui-même semble être parfaitement au courant, même si il ne met pas le dossier sur la table pour le moment, mais peut-être va-t-il le faire au mois de janvier. Les Chinois, dans leurs émissions de télévision nationale, les Algériens, qui envoient balader Macron régulièrement depuis plusieurs mois et qui refusent d'accueillir les Algériens soumis, sanctionnés par des ordonnances de quitter le territoire français, qui devraient repartir en Algérie, mais que l'Algérie refuse d'accueillir, parce qu'ils savent, ça fait un grand moment qu'ils savent, évidemment. Le Maroc sait aussi. Et puis alors, Israël, ça c'est dans mon dossier. En Israël, on a des affiches, grand format. Que diriez-vous, monsieur un tel, chef d'État de tel pays, si votre femme, avec son nom, était otage? Que diriez-vous, monsieur un tel, chef d'État de tel pays, si votre femme était otage? Deuxième affiche. Troisième affiche. Monsieur Duchemol, chef d'État de tel pays, que diriez-vous si votre femme, madame Duchemol, était otage? Sous-entendu du Hamas, des Palestiniens. Quatrième affiche. Que diriez-vous, monsieur Emmanuel Macron, si Jean-Michel était otage? Ils ont le sens de l'humour, les Israéliens, hein, pas les gens qui ont fait cette affiche, et qui sont publics, qui ont été photographiés par un journaliste de l'AFP, qui est paru dans un journal, je ne sais plus lequel, je le cite dans ma plainte, peu importe. C'est drôle, mais c'est pas drôle, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quantité d'États étrangers ont les moyens de dire à monsieur le président de la République, que je n'applique pas dans ma plainte d'ailleurs, parce que ça ne servirait strictement à rien. Mais on a un certain nombre d'États étrangers qui peuvent dire à monsieur le président de la République française, monsieur, vous faites ça, faites ça, faites ça, vous envoyez telle famille de missiles à tel endroit, telle autre famille de missiles à tel autre, vous envoyez des militaires dans tel pays pour je ne sais quelle intervention, parce que sinon on parle de... On fait quoi de tout ça? Le sens profond de mon action là, c'est de crever un abcès. Parce qu'un pays comme la France, un État, ne peut pas vivre en permanence dans un mensonge qui est tout en haut de la pyramide et qui fait des métastases dans toute la société et dans quantité de secteurs
et qui, à la fin, remet en cause les intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire la santé même de la population. Puisqu'on peut chiffrer à plusieurs dizaines de milliers de morts dans les EHPAD au début de l'opération Covid et un certain nombre de morts également avec les faux vaccins vrais poisons. Christian Cotten, pour y aller progressivement et aussi sur l'aspect juridique, hein, ça serait bien qu'on fasse un petit peu par à coup. Et par rapport à tout ce que vous venez de développer, et c'est là j'interroge Maître Fortabal-Abattu, je voudrais savoir si dans le cheminement que vient de développer Christian Cotten, Maître, vous êtes déjà en accord avec, bien sûr, ce qu'il vient de dire, mais je pense qu'on est en osmose actuellement. Et surtout, quels sont les points importants d'un point de vue purement juridique, il faudrait mettre l'accent, d'accord? Donc, voir exactement sur tout ce qui vient d'être dit, là, Maître. D'accord. Je vois que, et je le sais que Christian Cotten connaît très très bien son dossier. Son dossier, il est composé d'éléments d'appréciation souveraine par les magistrats dans ce qu'il a dit et qui sont déjà des éléments qui posent question. Mais justement, c'est pour cela qu'il y a une plainte avec constitution de partie civile. C'est parce que quand on a tous les éléments, je vais parler un petit peu technique de droit, quand on a tous les éléments de preuve, moi j'ai eu le cas, je cite pas le nom, et j'ai une cliente qui était abandonnée par son conjoint, donc elle avait fait une plainte et elle avait demandé la condamnation. Ben, on a fait une citation directe. Alors la citation directe, c'est une procédure différente du fait de faire une plainte au doyen des juges d'instruction. La citation directe, l'avocat particulier, mais bon, il faut après demander l'accord, enfin, je veux dire la date au tribunal. Et cette citation directe, une fois que on a la date du procès, le procès se fait en un jour, parce qu'on a toutes les preuves. Mais attention, il faut avoir précisé tous les éléments précis des infractions en les citant, avec les articles des codes, et ensuite, il faut avoir tous les éléments de preuve. Mais le procès peut se faire en un jour et on a une décision tout de suite. Donc c'est une plainte avec c'est une citation directe qui, alors c'est un peu technique, mais il y a autant de savoir, qui met en mouvement l'action publique, c'est-à-dire du procès. Mais ça se fait en un jour. Donc l'autre voie, elle est plus importante, c'est quand on n'a pas tous les éléments de preuve, mais on en a évidemment, sinon on ne déposerait pas une plainte avec constituant de partie civile au doyen des juges d'instruction. On a des débuts de commencement de preuve, on a des éléments qui sont troublants, et on saisit la justice. C'est l'accès à un tribunal, comme le dit la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une des premières choses importantes en matière de justice, pouvoir faire un procès, parce qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Donc on demande aux autorités d'ouvrir une enquête et donc de faire une instruction. L'instruction, elle pourra, par exemple, demander à ce que, et je sais que vous avez, et pas que vous, un document extrêmement important sur le plan médical qui explique comment on peut reconnaître à partir d'examens précis, médicaux, si une personne est du sexe masculin ou féminin. Vous avez le dossier, donc vous pourrez en parler quand vous le voudrez. Et donc là, ce sont des éléments qui permettent, par exemple, en fournissant ce dossier médical, cette demande médicale au juge d'instruction, que le juge lance une enquête. Pour ça, c'est pas grand-chose. Il faut une prise d'ADN, machin, etc. C'est pas compliqué. Et donc, sur le plan procédural, on peut demander des auditions, des confrontations, on peut demander des perquisitions, enfin voilà, c'est un terme un peu différent, mais on peut demander beaucoup de choses. Et si le juge d'instruction refuse, on peut aller à la cour d'appel. On va en reparler très vite tout à l'heure. Et la cour d'appel doit se prononcer et on commence un processus. Donc, c'est beaucoup plus fort quand vous faites une plainte au procureur de la République, tout simplement, une plainte simple, une plainte préalable, comme on dit. Là, vous faites une plainte et le procureur de la République, soit il fait une enquête, soit il n'en fait pas. Des fois, il vous dit pas qu'il n'en fait pas et au bout de 3 mois, vous pouvez saisir le juge d'instruction. Mais je veux dire par là, quand il y a le procureur qui fait une plainte, vous n'êtes pas informé de tout ce qui se passe. Tandis que quand vous faites une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, vous avez accès au dossier par l'intermédiaire de votre avocat ou même vous-même. Donc c'est extrêmement important et je salue le choix judicieux qu'a fait Christian Cotten qui a, sur ce plan-là, pris la procédure qui est la plus efficace, surtout que
dans les faits qu'il dénonce, il y a des faits de nature criminelle. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans la procédure? C'est que, on le sait, le procureur de la République, d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, dans deux affaires, affaire Moulin et affaire Medvedev, qui n'est pas l'ancien président russe, hein, affaire Medvedev ou affaire Moulin, dit que le procureur de la République en France n'est pas une autorité judiciaire. Mais en tous les cas, bien qu'il y ait ça, hein, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 5 du statut des magistrats nous dit que le procureur de la République, il dépend du ministre. Et à partir du moment où il dépend du ministre, eh bien, il peut prendre une décision et demander au juge d'instruction un refus d'informer. Mais heureusement, et après, un non-lieu, hein, si jamais l'enquête commençait. Et donc, la question sur le plan juridique procédural, je vais essayer de terminer vite, c'est que, heureusement, et on rejoint l'intuition de l'intelligence de Christian Cotin, on se connaît depuis un quart de siècle, hein, je veux dire, donc je ne sais pas faire des compliments pour rien, c'est que ça permet d'aller à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction, c'est 3 magistrats et pas un seul. Et ensuite, quand il y a dans le processus français des choses qui ne conviennent pas, on peut aller à la Cour de cassation. Et après la Cour de cassation, on peut aller aussi dans les juridictions internationales et entre autres la Cour européenne des droits de l'homme, mais pas qu'elle. Dans divers domaines, on peut aller aussi à la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous ferai une conférence un jour là-dessus si vous voulez, tout à fait gratuite, parce que c'est assez complexe. Il y a plusieurs organismes internationaux. Pour vous mettre le trouble et vous faire comprendre que c'est compliqué, mais c'est simple aussi, la Cour européenne des droits de l'homme, ben, il y a la Turquie dedans, dans les juges. La Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas la Turquie. Il y a 2 structures, il y a l'Union européenne, avec von der Leyen, machin, etc. Et vous avez le Conseil de l'Europe, qui a comme organe judiciaire la Cour européenne des droits de l'homme et qui applique la Convention. Et là, qui est à Strasbourg. Donc, ce sont 2 organismes différents, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des organismes internationaux de l'ONU. On a vu que pour Julian Assange, par exemple, l'ONU avait des éléments qui pouvaient servir pour la cause. Et nous avons, et je remercie Christian d'avoir demandé à mon confrère Fabrizio Nucera Giampaolo d'intervenir dans le dossier, puisqu'il a été signé par 2 avocats. Maître Nucera, outre le fait qu'il est avocat, c'est un grand avocat bien connu, qui est avocat à Rome et aussi à Madrid, il est en outre expert, en numéro 3, la classe est plus importante, dans le comité de protection des droits de l'homme. C'est vrai que là, par rapport au plan que déroulait Christian Cotten, qui a quand même réfléchi beaucoup avant de faire ce qu'il a fait, il y a le processus qui va voir ce que va dire le procureur de la République, ce qu'il va demander ce procureur au juge d'instruction, ce que le juge d'instruction va faire ou pas, ensuite ce que va faire la chambre de l'instruction, et ensuite, à terme, il y a très vite les juridictions internationales. Il y a d'autres jokers aussi, c'est que on n'est pas forcément obligé, et ça c'est extrêmement important, on n'est pas forcément obligé d'attendre qu'il y ait des décisions définitives de la Cour de cassation. C'est-à-dire que les juridictions internationales disent qu'il faut avoir épuisé, pardon pour le langage, hein, et épuisé toutes les voies de recours internes. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout du droit français. Bon. Mais, je vais vous donner un exemple qui est très très peu connu. C'est une loi bancaire qui était passée en France. Et il y avait un article qui ne plaisait pas à quelqu'un. Et ce quelqu'un, comme quoi, donc, comme disaient les Romains, audaces fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux, cette personne est quand même allée au tribunal et a dit, d'accord, cette loi est passée. Et elle est passée, elle était prétendument, dans tous les cas, promulguée et publiée, et le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Donc il y a eu un contrôle de constitutionnalité sur cet article-là, mais moi, citoyen, je vous demande, monsieur le juge, avant d'avoir épuisé toutes les voies de recours interne, avant d'être allé à la cour d'appel, à la cour de cassation, je vous demande, monsieur le juge, de faire un contrôle de conventionnalité. Hein? Vous savez, les Français parlent pas beaucoup de langues étrangères, et les Français, on est un petit peu penchés sur nous-mêmes et à pas connaître trop l'international. Mais l'international, il existe. Et donc, le contrôle de conventionnalité, c'est regarder dans le dossier qu'on présente au juge si c'est conforme à la Convention
européenne des droits de l'homme. Or, la Constitution de la Ve République dit dans son article 55 que les traités internationaux, ben, c'est plus fort, en gros je le dis comme ça, c'est plus fort que le droit français. C'est-à-dire que s'il y a un texte français qui dit blanc et que la Convention européenne des droits de l'homme dit noir, mais c'est le noir qui va l'emporter. Alors, c'est un peu technique, excusez-moi, et l'avantage de choses comme ça que vous faites, c'est que ça peut se réécouter. Il faut être précis, hein, parce que là, on est vraiment sur une affaire qui est très, très importante, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, je vais vous passer cette décision en question. Mais pourquoi, effectivement, il faut être très précis? Parce que je vous parle de Cour européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe. Donc, vous pourrez le réécouter après les vidéos, les auditeurs, je veux dire par là. Hein. Et c'est quoi cette convention? Vous avez parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe. Bon, déjà, on est perdu. Non. Il y a une convention européenne qui a été signée parmi les pays du Conseil de l'Europe, avec la Turquie, la Suisse, la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et voilà. Et donc, cette convention européenne des droits de l'homme, elle est jugée si elle est appliquée ou pas par la Cour européenne des droits de l'homme, ici à Strasbourg. Je vais vous dire, ce qui fait la confusion, même dans le temps, le journal Le Monde faisait la confusion de ces deux structures européennes, à savoir, il y a l'Union européenne qui au début était Euratom, la CECA, Communauté européenne du charbon de l'acier, ensuite le marché commun, ensuite la Communauté européenne avec CE. Vous voyez la confusion? Communauté européenne, c'est pas pareil que CE, Conseil de l'Europe. Ensuite, c'est devenu l'Union européenne avec une cour de justice qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, qui est à Luxembourg, et la Commission qui est à Bruxelles. Mais en dehors de ça, il y avait le Conseil de l'Europe avec tous ces autres pays, en plus, et qui avait sa juridiction à Strasbourg, là où siégeait le Parlement européen de la Commission européenne, de l'Union européenne, ce qui fait la confusion. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc la Cour européenne des droits de l'homme, elle regarde s'il y a eu des violations de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, dans le jugement qui a été rendu, dont je vous parlais par rapport à cet article de loi bancaire, qui pourtant avait été déclaré conforme à la Constitution française, eh bien, le juge a décidé que le contrôle de conventionnalité, c'était de regarder si cette de loi bancaire était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Et il a dit, en substance, ça revenait à ça, je n'ai pas besoin de voir si vous avez épuisé toutes les voies de recours internes pour que ce soit jugé par la Cour européenne des droits de l'homme. Non. Déjà, je peux faire ce contrôle de conventionnalité. Donc, si vous voulez, sur le plan juridique, on peut faire à la fois un contrôle de constitutionnalité, et même si ce contrôle de constitutionnalité dit que c'est conforme à la Constitution, on peut faire un contrôle de conventionnalité. Vous aurez la décision à lire, vous verrez que c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que je veux dire, c'est que avec la Convention européenne des droits de l'homme, il nous dit que la France a violé des textes de la Convention européenne des droits de l'homme dans les affaires Moulin et dans les affaires Medvedev, parce que le procureur n'est pas une autorité judiciaire. Je vous fournis bien sûr la décision, les deux décisions. Ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme pourra juger après la Cour de cassation, mais on peut déjà faire un contrôle de conventionnalité pour savoir, est-ce que dans le cadre du procès équitable, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce que c'est normal que le procureur rende un refus d'informer? Certes, c'est le juge qui suit après, mais est-ce que c'est possible qu'il fasse un refus d'informer alors qu'il n'est pas une autorité judiciaire? Ça va au cœur du système judiciaire français. C'est l'ordonnance du 22 décembre 1958 en son article 5 qui nous dit ça. Bon. Donc, si vous voulez, à la fois au niveau du droit constitutionnel, dans ce rôle du procureur qui va être majeur, parce que le procureur, comme vous le savez, il peut être renvoyé du jour au lendemain, mais c'est l'homme le plus puissant de France, comme dit Bernard Méry, et non pas le juge d'instruction. Bon, donc c'est un personnage, c'est un colosse au pied d'argile, mais en attendant, c'est un colosse, le procureur. Et c'est lui qui va prendre une décision, là, pour savoir, sur la plainte qu'a déposée Christian Cotten, est-ce que vraiment c'est un refus d'informer ou pas? Après, bien sûr, il y a d'autres éléments qui jouent.
ce procureur, il va avoir une lourde charge sur les épaules. Voilà. Donc, je voulais vous donner ces éléments précis pour vous dire que sans trahir le secret de l'instruction ni le secret professionnel, puisque c'est Christian Cotten qui a lui-même fait connaître cette plainte, mais vous dire que ça va être une bataille juridique, politique et internationale, et surtout que pour cela, nous avons cet avocat italien qui est avocat à Rome et à Madrid et qui est expert au comité des droits de l'homme. Donc on touche à l'affaire Assange et autres affaires très importantes. Voilà. Merci Philippe, merci. Mais c'est bien de donner tout ça, c'est bien. Tu maîtrises ça beaucoup mieux que moi, donc parfait, parfait. Je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais des tests ADN. Beaucoup d'internautes me disent il suffirait de faire un test ADN. Oui, à ceci près que j'ai 3 dossiers comme ça qui me sont passés entre les mains à une époque. Il est facile de truquer un test ADN. J'ai le dossier d'Aurore Brossard, qui est la fille naturelle, illégitime certes, d'un certain Yves Montand. Tout le monde sur la place de Paris qui connaît le dossier sait bien qu'Aurore Brossard est la fille d'Yves Montand, sauf que le test ADN qui a été fait après le décès de celui-ci a été truqué largement, et donc héritage, hop, sur le côté. Par exemple, j'ai un autre dossier encore, je vais pas citer les noms parce qu'ils sont un peu trop connus ceux-là, donc je vais éviter de les citer, même si c'est sur ma chaîne YouTube et qu'on peut retrouver l'information, où là encore j'ai un test ADN largement truqué, contredit par la simple observation des résus sanguins des personnes concernées, on a 4 au total, un vrai père, un faux père, un enfant et une mère. Et puis j'ai encore un autre dossier que tu connais bien, Philippe, hein, tu le connais d'ailleurs aussi, celui dont je viens de parler, et le troisième tu le connais aussi tout aussi bien, qui est le dossier d'Eliane Kabyl, qui comporte un trafic d'organes, un trafic de cadavres, une cage thoracique d'enfants mélangée à de la bouillie de cadavres d'Eliane Kabyl, un trafic de cercueil, et enfin un trafic d'actes de décès à la mairie de Gonesse, pour ne pas la nommer. On a dans l'histoire un test ADN qui s'est évaporé, enfin dont on n'a que quelques éléments qui ne prouvent rien, et dont les éléments majeurs, importants, je crois que ça s'appelle le génotype, si mes souvenirs sont bons, n'ont jamais pu être donnés aux parties civiles dans ce dossier. Donc les tests ADN, c'est très relatif. C'est très, très, très relatif. Tout simplement parce que, comme un des personnages du dossier précédent que j'évoquais a fini par l'avouer, on a les moyens de payer un laboratoire. Hein. Certaines personnes ont les moyens de payer un laboratoire. Donc, autre point que je voulais soulever, peut-être pas qu'on soit trop long, Frédéric non plus, autre point que je voulais soulever, qui est celui de l'intérêt à agir. Parce que c'est une question posée. Et comment agir aussi, Christian, parce que est-ce qu'il va falloir faire peut-être intervenir d'autres personnes en constitution de partie civile? Est-ce qu'on peut agir au même titre que Christian Cotten? Est-ce qu'il peut y avoir un effet de groupe? Parce que, évidemment, il n'y a pas que Christian Cotten qui est concerné. Oui, alors, pardon, je prends vite la parole, je vais le dire très vite, c'est très très contrôlé par le système de procédure française, de la République française, parce qu'il y a 2 possibilités, c'est une plainte pénale avec constitution de partie civile par voie d'action ou par voie d'intervention. Et donc, si d'autres personnes veulent intervenir, il faut demander l'autorisation au procureur de la République, il faut aller voir. Voilà. Et si nous avions démarré à 2, à 3, à 4 ou à 5, une plainte avec CPC, constitution de partie civile, impose une consignation. Et la consignation, elle peut être très élevée en fonction des revenus des personnes. Donc on a limité la casse, si on peut dire. Par contre, il y a déjà plus de 250 personnes qui se sont enregistrées sur le site de Hello Asso, fin de partie pour Jean-Michel. Enfin, on le trouve facilement en faisant Google fin de partie pour Jean-Michel, on tombe tout de suite sur le site de Hello Asso. Plus de 250 personnes en une semaine se sont enregistrées pour nous soutenir financièrement, parce que j'ai des avocats à payer et j'aurai une consignation à payer, même si mes propres revenus sont très faibles, très modestes de retraite.
j'aurai certainement une conciliation à payer. Ils vont tout faire à ce niveau-là pour tenter d'empêcher la poursuite de la plainte. Ça, je m'y attends. Bon, on a besoin de soutien financier, on l'a dit, on l'a écrit dans la plainte, enfin, dans les annexes, dans la présentation de la plainte. 250 personnes se sont enregistrées et là-dedans, il y en a certainement plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines, qui aimeraient bien être un jour partie civile. Alors peut-être qu'elles pourront le faire si on arrive à avancer dans l'instruction, si on arrive, et ce n'est pas totalement impossible. Ce n'est pas totalement impossible. Si oui, parce qu'il y a eu un gros procès récemment de dommages médicaux à la suite d'un médicament. Il y avait des centaines de parties civiles. Voilà, confirmation. Mais là, c'est quand même tout un pays qui est victime, quelque part, d'une tromperie monstrueuse. Il faut le dire. On a été trompé. Xavier Poussard insiste là-dessus, il a bien raison. Celui que je ne nommerai pas, qui est devenu président de la République, a vendu sa sauce, enfin son programme politique aux élections présidentielles, en se servant du personnage de Jean-Michel Trogneux usurpant l'identité de Brigitte Macron. Toute la campagne médiatique qui a précédé l'élection, c'était « Regardez comme on est un couple mignon, romantique, poétique, littéraire, cinématographique, digne d'une série hollywoodienne, le professeur qui tombe, la professeure qui tombe amoureuse de l'élève, qui tombe amoureux de la professeure, comme c'est mignon tout ça. » On est dans de la prédation, en réalité. Mais c'est mignon. Alors comme c'est mignon, et puis qu'il n'est pas un vilain garçon, bah on va l'élire président de la République. Non mais la tromperie est énorme. Et puis, l'autre raison d'agir, l'autre intérêt à agir, c'est que nous avons été soumis à quantité de mensonges, notamment depuis 2020, avec cette pseudo-pandémie, avec les confinements, avec ces pseudo-vaccins dont sont victimes des milliers de Français. Je crois qu'il y a, au niveau de la banque de données de la NSM, nous avons dépassé les 200 000 effets secondaires signalés, ce qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les experts en général disent qu'il n'y a que 10% d'effets secondaires signalés, donc 200 000, 10%, ça fait beaucoup, non? Et là-dedans, 25% d'effets graves, dont un certain nombre de morts. Donc tous les citoyens français sont concernés par cette énorme tromperie, parce que une tromperie qui fonctionne tout en haut de la pyramide, elle métastase partout. Donc moi, mon travail, ça a été très simple. Ça a été de prendre un scalpel et de trancher dans le vif de l'abcès. Mais c'est fait maintenant. Donc de toute façon, nous ne reviendrons pas en arrière. L'abcès est crevé et il va falloir le nettoyer. Alors, où les magistrats prennent leurs responsabilités, ou ils ne les prennent pas, mais de toute façon, nous allons vers un changement de régime politique. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Parce que la colère du peuple augmente de jour en jour, la faillite des élites politiques est de plus en plus visible, ça devient quasiment un sketch, ça devient un gag politique international, le vide sidéral du niveau intellectuel de la classe politique, de l'ensemble de la classe politique. Je ne pars pas dans un discours partisan, droite, gauche, milieu, en haut, en bas, je m'en contrefiche de ce genre de débat. Ce que je constate, c'est une faillite collective d'une certaine classe, de l'ensemble des politiques actuelles, politiques, mais aussi haute fonction publique. Alors, soit la magistrature prend ses responsabilités, soit la colère du peuple va augmenter tellement qu'il va falloir que les forces de l'ordre public prennent leurs responsabilités. Quand je dis les forces de l'ordre public, c'est les douaniers, les policiers, les gendarmes et l'armée. Et de toute façon, indépendamment de toute l'affaire, il aurait été tellement facile de démentir ce qu'on est en train de dire si effectivement il y avait un Jean-Michel Trogneux et d'autre part une Brigitte Macron, de se présenter tous les deux devant une caméra. Comme le disait Candace Owens, c'était très très simple de prouver qu'on avait tort.
Et là, aujourd'hui, ce qui est la messe très est dite. intéressant dans ce dossier, pardon Frédéric, j'enchaîne un peu vite, Oui. c'est que ni Alain Béran, le Cid Précibus, c'est un homme dont la femme et les enfants sont cousins de la famille Trogneux. C'est une blague. Ingénieur, en retraite, et passionné de généalogie. Et qui donc s'est intéressé à ce dossier avec l'œil du généalogiste. Et qui est tombé sur tellement d'incohérences, tellement de fausses pistes, tellement d'impasses, qu'il a compris qu'il y avait un gros bug dans l'histoire. Et Alain Béran a produit plus de 350 pages d'un site où tout est raconté avec des hypothèses, des hypothèses qui ont été poursuivies, d'autres qui ont été fermées à certains moments. C'est un véritable journal de l'enquête qu'il a écrit ainsi et qu'il continue d'ailleurs à alimenter. Il vient de republier hier matin, je crois, ou avant-hier, un nouveau post-scriptum que je n'ai même pas encore eu le temps de lire, mais que je vais aller lire très vite. Ni Alain Béran, ni Xavier Poussard avec fait et documents qui a été extrêmement clair, extrêmement précis. Ni l'un ni l'autre n'ont été poursuivis en diffamation. Et Natacha Ray et Amandine Roy, dont on a dit 2 femmes sont poursuivies en diffamation parce qu'elles n'ont pas été gentilles avec le prétendu Brigitte Macron, ben, on est dans une arnaque là encore, on est dans l'escroquerie parce qu'elles n'ont pas été condamnées pour avoir dit que Brigitte Macron c'était Jean-Michel Trogneux. Elles ont été condamnées pour une queue de cerise du dossier où elles ont dit une phrase qui pouvait être sujette à caution et éventuellement qui a finalement été considérée comme diffamatoire. Mais c'est pas le fond du dossier. Sur le fond du dossier, elles n'ont pas été condamnées et personne ne le pourra l'être, tout simplement parce que c'est du réel. Et le réel, c'est ce que c'est, c'est-à-dire que on a un homme qui aura 80 ans après-demain. Hier matin, je parlais avec une psychanalyste, psychogénéalogiste par ailleurs, qui me dit, il y a quelques années de ça en arrière, j'ai dialogué avec l'épouse du président, enfin la prétendue épouse du président, dans une boutique, dans une petite ville de province où, juste de l'autre côté de la rue, il y avait une association où cette personne venait interagir, faire peut-être une conférence, une intervention, que sais-je, une visite en tout cas. Et elle est rentrée dans une boutique et nous étions 3 et nous avons parlé. Et je l'ai vue de près. Et elle me dit, bon, bah oui, c'est un homme, c'est clair. Bon, du visage, les gestes, l'allure générale, la démarche. Oui, c'est un homme, c'est évident. Et combien de hauts fonctionnaires français le savent et le disent en off, dans les dîners en ville, dans un entretien au coin du trottoir. Combien de journalistes? Y a-t-il un seul journaliste à Paris capable de me regarder dans les yeux et de me dire non, 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 je sais que c'est une femme? Il n'y en a pas un. Non, il y a beaucoup de détails, c'est vrai. Hein. Alors tu parlais aussi tout à l'heure, j'en profite, de Amandine Roy et Natacha Ray, et je voulais en profiter également pour dire que Natacha, bon, j'ai essayé de l'avoir au téléphone, bon, elle m'a pas répondu parce que je pense qu'elle a vraiment de gros soucis hein, au niveau de santé, donc je souhaite bon courage évidemment pour cette personne qui a pris des risques et qui a de très très gros soucis de santé maintenant. Par rapport justement à tout ce que tu viens de dire, je voulais avoir aussi l'avis de maître Fortabal abattu pour l'aspect juridique maintenant sur toutes ces constatations justement, parce qu'on voit des choses hein, qui nous amènent à dire bah oui effectivement Brigitte Macron c'est un bonhomme, voilà. Oui, alors je vais pas vous dire le nom et je ne prends pas ce dossier d'habitude. Mais là, c'était par un camarade de classe qui m'a dit ici il est innocent. J'avais un dossier, bon, je suis paru dans la presse, mais viol en réunion sur mineur handicapé. A priori, c'est difficile à défendre. Donc mon ami m'a dit non, tu peux y aller, tu verras. Je vais pas sortir tous les éléments du dossier, bien sûr, interne. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu dans ce dossier pour mon client? L'acquittement et le remboursement d'une somme parce qu'il a été incarcéré à tort. Pourquoi? Parce que sur le plan juridique, la cour d'assises, c'était la cour d'assises, doit examiner chaque élément. Chaque élément et l'appréciation est souveraine, c'est l'acquittement ou la condamnation. Mais s'il n'y a pas des éléments probants, on ne peut pas gagner. Par contre, quand il y a des éléments qui sont probants, eh bien, on va sur une décision qui soit
probant qu'il n'y a rien, et c'est ce qu'on a obtenu. Et moi, je dépends pas des pédophiles. C'est une personne qui devait avoir 17 ans, une jeune femme. Bon, passons. Donc, c'était pas de la pédophilie, si vous voulez. Mais le départ était compliqué sur le plan criminel. Et là, c'est un petit peu différent. Mais sur le plan du dossier proprement dit, je rejoins un petit peu ce que je disais au début. C'est-à-dire que dans l'objectif de ce qui a été fait comme plainte, à terme, l'objectif, le but, à moins que l'enquête démontre le contraire, mais c'est la cour d'assises. Et à la cour d'assises, il y a 3 magistrats professionnels et il y a les jurés. Voilà. Mais sur ce plan, il faut avoir tous les éléments de preuve. Or, les éléments de preuve, c'est justement pour cela qu'on saisit le doyen des juges d'instruction, le doyen qui est celui qui est le plus doyen, voilà, qui a le plus d'expérience ou de compétences puisqu'on l'a mis à ce poste, et il décide s'il faut informer ou pas. Avec le petit bug dont je parlais tout à l'heure, il faut, comme sur les procureurs de la République, qui donne son avis. Le procureur de la République qui dépend du pouvoir politique. C'est clair, hein, c'est l'article 5 du statut des magistrats du parquet du 22 décembre 58. Or, là, on est sur un point politique où Christian Cotten dit oui, mais justement, c'est contre une personne qui a un pouvoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est pourquoi il faut avoir tous ces éléments de preuve, mais avec une grande prudence et une grande vigilance. Christian Cotten donne déjà beaucoup d'éléments pour montrer que c'est absolument pas farfelu. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? On va chercher à savoir, vous savez, c'est comme dans une soutenance de thèse. Quand vous soutenez une thèse, quand vous entendez les magistrats vous dire page 324, il manque une virgule, c'est un point-virgule qu'il aurait fallu, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer. Donc, quelle va être la réaction des autorités par rapport à la plainte? Trouver que il manque tel élément, oui ou non, ou essayer de trouver un moyen logique, c'est normal, de démontrer que la plainte n'a pas besoin d'être informée. Or là, et votre question est parfaite, Frédéric Chémont, c'est que, il y a déjà beaucoup d'éléments qui montrent que ce n'est pas farfelu, et on ne pourra pas dire que c'est du n'importe quoi, même si on va le dire, ça va être soit dans une affaire quand on veut l'étouffer, soit on essaie de ridiculiser, soit on essaye de pas en parler. Voilà. Bon, silence assourdissant. Hein, voilà. Mais les éléments dont vous parlez qu'il nous faut, ce sont justement ces éléments dont parlait Christian tout à l'heure, et c'est pourquoi je sais qu'il faut pas que je dévoile trop de choses, mais enfin vous avez quand même sur le plan scientifique des contacts internationaux qui peuvent aussi faire des expertises avec des éléments. Alors bien sûr, il faut avoir accès au matériel pour faire l'expertise. Mais bon, that is another question. Hein. Nous avons donc notre avocat italien qui est là aussi pour faire respecter les droits de l'homme. Non pas que je suspecte quoi que ce soit, je dis simplement que le code de procédure pénale, la Constitution et les traités internationaux dans les conventions sont là pour nous permettre d'avoir le procès équitable. Et pour ce procès équitable, il faut que tout le monde y trouve son compte. Vous l'avez compris, cette affaire n'est pas terminée. Nous aurons certainement d'autres vidéos et peut-être aussi avec d'autres interlocuteurs. Natacha Ray, si son état le permet, donc, et bien sûr Christian Cotten, qui est maintenant au centre de cette affaire. Et nous aurons certainement d'autres occasions de développer plus en détail toute cette affaire absolument incroyable. À très bientôt en tout cas.